11 février 1966, avoir célébré la fête nationale de la jeunesse. À partir de ce jour, c'est devenu une coutume. Rappelons tout de même que la fête de la jeunesse se célébrait pendant un mois, c'est-à-dire tout le mois de février. Compte tenu donc du contexte socio-économique et l'État fédéral, on sait, avec les grandes charges qui pesaient sur le jeune État camerounais, on a dit non, il faudrait qu'on consacre ça à une semaine. Et aujourd'hui, je pense que c'est devenu ce qu'on appelle la onzaine de la jeunesse, donc qui se résume, qui se clôture par le 11 février. Et nous voilà à la 53e édition. 53e édition, Fautine Joujou. Comment vous l'avez perçu? Vous voyez des images qui nous viennent des régions anglophones et des images des régions francophones. Comment vous le vivez, vous? Monsieur... Cette célébration, on va le dire, double vitesse. Roger Oyono. Oyono lève là le voile sur un problème très crucial de notre histoire qu'on semble toujours ne pas vouloir enseigner. Ça veut dire que le 11 février jusqu'en 1966 c'était considéré comme un jour de deuil national. Et justement parce qu'il y avait un véritable contentieux historique, il fallait qu'on taise dans le temps pour que la population ne s'en rende pas compte que l'indépendance du Cameroun que nous osons dire qu'on l'avait obtenue le 1er janvier 1960, en fait, n'en était rien d'autre que l'indépendance de la partie francophone du Cameroun, et que les pères fondateurs de notre nation, tels que, en fait, les indépendantistes avaient d'abord demandé la réunification des deux Camerouns avant l'indépendance, ce qui ne s'est pas passé. Bon, comme il en est ainsi et que nous avons tous célébré depuis notre jeune âge sans nous en rendre compte, aujourd'hui, j'aurais d'abord une pensée pour les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, d'où un hôpital vient d'être incendié aujourd'hui. Et on se demande donc comment les populations de cette ville-là vont désormais faire pour accéder aux soins lorsqu'on sait que dans la zone, c'était l'unique hôpital qui restait après que plusieurs autres soient abandonnés par le personnel soignant, fuyant comme ça des conflits. Comment est-ce que j'ai perçu la fête? Je vais d'abord dire qu'il y a eu à regarder les tribunes, contrairement aux éditions passées, comme un boycott, parce que pour la première fois, j'ai vu des tribunes grandement vides dans certaines villes. Et moi, dans la partie francophone? Dans la partie francophone, justement. Et moi, personnellement, je ne me suis pas réjoui du fait que nous soyons en train de célébrer cette fête. Lorsque je sais que dans d'autres régions, les jeunes sont condamnés à rester à la maison, fuyant ainsi des conflits. Mais je pense que nous pouvions utiliser cette édition parce que c'est quand même un événement rassembleur qui pouvait être utilisé pour essayer de consolider davantage les liens qui relient l'ensemble du peuple camerounais. Malheureusement, le discours, que ce soit celui du chef de l'État ou celui de certains leaders politiques et leaders d'opinion, ce discours ne fait pas état de la situation qui prévale aujourd'hui dans les zones anglophones du pays. C'est quand même déplorable alors de savoir que le Cameroun serait donc réduit au Cameroun francophone, alors que nous parlons tous du vivre ensemble, de la réunification, de l'indépendance, etc. Et qu'on devrait alors avoir une véritable pensée. Et pourquoi ne même pas faire des assises sur toute l'étendue du territoire de la partie francophone du pays pour essayer de penser comment régler ce problème anglophone-là, parce que quand même, du côté du nord-ouest et du sud-ouest se trouvent des millions de Camerounais aujourd'hui abandonnés à leur sort, qui ne peuvent aller ni à la fête de la jeunesse, ni aller au marché s'acheter de quoi manger, et désormais qui ne peuvent même plus se soigner pour ceux qui sont dans certaines localités. Alors moi, je perçois cette fête certes comme une célébration nationale, mais pour ce qui me concerne particulièrement, ça continue pour moi d'être une désolation lorsque je sais que le communautarisme qui fonde la civilisation africaine ne permet pas que les gens se réjouissent lorsqu'ils savent qu'autour d'eux, il y a l'un des leurs qui se trouve en difficulté. Mais vous avez quand même parlé il aurait fallu qu'on marque une petite pause. Quand même. Oui, j'aurais voulu que dans toutes les localités où la fête s'est déroulée, que les chefs d'État essaient de marquer une pause en mémoire d'abord de ceux qui sont tombés durant ces conflits-là et de ceux qui sont condamnés à vivre en forêt ou à vivre cachés dans leur maison. Cela permettrait
quand même à l'ensemble du territoire de prendre conscience du fait que nous traversons des difficultés aujourd'hui dans notre pays, parce qu'on ne peut pas se permettre de célébrer une fête chez soi lorsqu'on sait que son voisin, lui, il est en difficulté, alors que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous condamnés à vivre ensemble. Ok, Diavé Fongan, je reprends le cliché de la ville de Bamenda aujourd'hui. 30 minutes de défilé, nous dit-on. Un seul établissement, le lycée bilingue de Bamenda Coin, voilà. 9 élèves, l'université de Bamenda, le Sénages, une délégation de la jeunesse et le RDPC. Bah, il faut Quel cliché. Non, mais il faut le relever avec beaucoup de douleur que ce lycée est un lycée, j'allais dire téméraire, et qui est un peu stoïque. Donc, on les a un peu forcé la main pour qu'ils se retrouvent sur la place de défilé, et on a quand même pu obtenir le nombre qu'on a pu obtenir au finish, et c'est plutôt assez regrettable. Et je suis pas étonné du fait qu'on ait obtenu simplement ce nombre de défilants, parce que la vérité, les prédécesseurs l'ont dit avant moi, même si vous êtes... Vous parlez de témérité dont ils ont mal fait d'aller défiler? Non, ils ont bravé un courage remarquable. Oui, ils ont bravé un courage remarquable, oui. En acceptant aller défiler dans ces conditions. C'est pour ça que j'ai envie de dire que, à mon avis, ils sont davantage stoïques, ouais. Parce qu'ils ont réussi à poser cet acte-là. Et je veux dire, on ne peut pas être insensible face à ce type de situation où au quotidien les gens sont meurtris dans leur chair. Les présidents l'ont dit avant moi, si vous avez un voisin qui a deuil et que vous avez un bar à côté de vous qui fait d'excellentes recettes, le minimum de compassion que vous pouvez lui apporter, c'est au moins de baisser le volume, à la limite de fermer votre établissement pour en signe de témoignage de votre sympathie, de votre et de votre compassion. Et donc, si vous avez des enfants qui depuis 2 ans ne vont pas aller à l'école, il n'y a pas de raison qu'à côté, les quelques collèges ou quelques établissements qui ont bénéficié d'un dispositif sécuritaire de circonstance se retrouvent en train d'aller battre le macadam parce que, soi-disant, ici célèbrent une fête qui, peut-être qu'on reviendra sur l'origine de la fête, qui, à mon sens, reste encore assez de se braquer. Et cette célébration, j'allais dire, au lance-pierre n'est pas... Pour moi, c'est pas surprenant. Au contraire, moi, je me serais même attendu à ce qu'il n'y ait pas un seul établissement dans cette région-là qui défile aujourd'hui. Donc, s'il y a une qui l'a fait, il faut plutôt saluer ce stoïcisme-là et regretter que les autres, la partie francophone, peuvent continuer à célébrer alors que les autres se sentent mal. C'est le même problème qu'on a eu et c'est révélateur de l'état d'esprit dans lequel fonctionne notre environnement. Souvenez-vous quand le problème du barreau a éclaté. Le barreau, les avocats des nations anglophones avaient estimé que la partie francophone ne portait pas suffisamment à bras le corps. N'a pas été solidaire. N'a pas été solidaire. La partie estimait que le problème ne les concerne pas et donc ils regardaient de loin. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que même la partie francophone, comme ce fut le cas, qu'il y ait des erreurs historiques comme cela que nous devons corriger aujourd'hui. On aurait pu, moi je me serais attendu à ce que même la partie francophone de manière solidaire, j'allais dire, bout de cette manifestation en signe de soutien et de compassion de tout ce qu'on vit aujourd'hui qui ne fait plaisir à personne. Et donc c'est des petits erreurs comme ceux-là qui peuvent peut-être pour certains être banales, mais qui en réalité sont des circonstances aggravantes qui permettent à ce que les gens du côté sud-est nord-ouest se sentent marginalisés et ils radicalisent de plus en plus leur prise de position et ce n'est pas de nature à faciliter notre vivre ensemble et la cohésion nationale. Jonathan Batengene, bienvenue sur le plateau. Est-ce que la partie anglophone qu'on n'a pas vue, on va le dire comme ça, défiler aujourd'hui, c'est de son propre fait? On sait qu'il y a quand même ce qu'ils appellent là-bas un lockdown. C'est-à-dire que on a imposé les villes mortes, donc c'est sous l'effet, forcément, de la contrainte que on a eu ce qu'on a eu aujourd'hui dans les 13 départements qui constituent la région anglophone du Cameroun. Effectivement, c'est à regretter. D'abord, c'est à regretter ça. C'est aussi à regretter le comportement qu'on a vu certains sous-préfets avoir dans la partie francophone, interdisant à certains partis politiques ou bien à certaines formations qui auraient voulu montrer leur esprit républicain en participant à cette fête d'y aller.
les interdictions qu'on a subies dans la partie francophone pour les partis politiques empêchent l'éclosion d'un véritable esprit républicain. Et je veux ici rappeler un fait. Les fêtes républicaines, comme l'indépendance, la fête de la jeunesse, un ensemble de fêtes qui sont inscrites dans le calendrier de la République du Cameroun, participent de ce qu'après la révolution de 1789, les révolutionnaires ont appelé la religion civile. Il faut que les populations le sachent bien. L'État se comporte comme une religion et fait accepter ses dogmes, c'est-à-dire un ensemble de principes à travers un ensemble d'événements. Et parmi ces événements, il y a les fêtes reconnues comme fêtes nationales. Oui. La fête de la jeunesse, même si on questionne le fond, il faudrait bien qu'il y ait un travail d'historien, je m'accorde là-dessus, pour nous amener à une question fondamentale. Quel est le symbole que nous devons tirer de cette fête de la jeunesse? Maintenant, quant à ce qui est de remettre en question ce que les pères fondateurs, parce que les pères fondateurs, il y a à la fois les indépendantistes que nous avons toujours salués, Ruben Umniobe, Hossein Afana, Ernest Wandier et tous les autres. Oui. Il y a aussi le premier président de la République et le premier premier ministre de la République du Cameroun. Ces pères fondateurs ont, dans la construction collective de notre imaginaire, amené la République à un certain niveau. Certes, il y a la question du questionnement qui peut rester, mais ça ne vient pas remettre en question le fait que l'État doit s'appuyer sur un ensemble de démarches républicaines, de mécanismes qui sont reconnus à tous les États dans le monde. Maintenant, je veux revenir. Lorsque dans la partie anglophone, il se pose un problème, nous, il ne faut pas qu'on fasse dans la gueule de bois. Aucun gouvernement camerounais, je dis bien aucun, que ce soit un opposant qui prenne le pouvoir, au-delà de M. Biya, ne peut tolérer l'existence d'une sécession sur son territoire. Aucun. Ça, c'est d'abord un principe sur lequel il faut que les Camerounais soient d'accord. Que ce soit le président aussi, le président John Frundi, le président Kamto, le président Cabral Libi, aucun d'eux ne tolérerait d'abord une sécession. Maintenant, passé cet argument, on passe à l'autre élément. Lorsque le Québec, parce que la question sécessionniste n'est pas seulement propre au Cameroun, elle s'est posée au Québec. Dans les années où ça s'est posé, au début des années 1980, les Québécois, qui sont francophones plutôt, se sentaient dominés par la majorité anglophone canadienne. Et ils disaient au nom de quoi nous pouvons rester dans cet ensemble, nous voulons créer notre État, qui est l'État du Québec. Moi, j'ai lu des sociologues comme Marcel Rioux, là-dessus, qui ont travaillé, Guy Rocher également, ils ont travaillé sur les dynamiques du Québec. Aujourd'hui, on nous parle, j'entends, c'est tout le monde qui est devenu un spécialiste de la question anglophone. Au nom d'une émotion, tout le monde veut faire croire qu'il est devenu un spécialiste. Non, n'y allons pas comme ça. Il faut comprendre quelles sont les dynamiques de l'identité qui sont en cours. Comment est-ce que ces dynamiques de l'identité sont questionnées par les propres acteurs de la crise aujourd'hui? Il y a des gens qui sont des modérés. Il y a des gens qui sont des radicalistes. Au nom de rien, un État ne devrait être solidaire des radicalistes. À ce titre, tout le monde devrait être soudé pour défendre les forces de l'ordre, pour encourager leur travail dans les régions anglophones. Nous avons besoin que l'État du Cameroun soit serein. Et j'ai apprécié parce que monsieur a tout à l'heure repris l'histoire. Oui. Monsieur Roger Oyono a repris l'histoire. Il y a un fait historique. C'est d'abord la partie francophone qui a accédé à l'indépendance. Mais je veux aussi qu'on restitue aussi certains faits historiques. L'UPC avait engagé des démarches avec les partis anglophones. Ils sont allés jusqu'au Parlement du Nigeria pour rencontrer les représentants camerounais qui étaient là-bas. On leur a donné une fin de non-recevoir. Les intermédiaires qu'ils avaient même trouvé, le dernier s'est trouvé en minorité, l'État à Limbé. Voilà la vérité dans notre histoire. Ne nous mentons pas quand on se parle. La partie anglophone a rechigné face à la question des indépendances, jusqu'à ce que nous y accédions, la partie francophone. Et lorsque la partie francophone a accédé, cette partie francophone, c'est cette indépendance dont a bénéficié l'autre partie quand elle nous a rejoints, en 1961. Voilà la vérité de notre histoire. Alors que ça, parfois, certains journalistes, ou bien certains hommes politiques, viennent sur des plateaux de télévision,
pour soutenir une certaine de manière mièvre, parce qu'il y a une manière de soutenir de manière mièvre cette sécession, moi je trouve ça de la démagogie. Il faut être honnête, nos frères anglophones ont de réels problèmes. Ces problèmes se retrouvent dans toutes nos contrées. L'État actuel n'est pas bien géré. Même le président actuel le reconnaît. Il parle d'inertie et de certains problèmes que lui-même il répète. Les solutions qui sont trouvées sont des solutions fantoches. Tout le monde le sait. Mais on ne peut avoir ce débat qu'entre Camerounais. Je répète encore, dans aucun pays du monde, on ne discute avec quelqu'un qui s'identifie à une autre nationalité. Il faudrait que nos frères anglophones reviennent à la raison. Nous avons besoin d'un dialogue inclusif entre Camerounais. Ok. Je vais rapidement. Je vais demander à quelle question je vais rebondir parce que Jonathan semble avoir perdu le plateau sur lequel il est placé. Justement, il essaie d'étiqueter un ensemble de choses qu'on n'a pas dit sur le plateau. Personne n'a parlé ni de la sécession, on a plutôt parlé de la solidarité. Ce qui est tout à fait légitime et normal. Et je comprends pas, je veux dire que C'est justement pourquoi Jonathan dit que c'est des fêtes républicaines qui ne devraient pas être boycottées comme ça. Non, je veux dire que notre vivre ensemble n'a jamais été autant ébranlé ces 3 dernières années. Et ce malaise qui, dont certains essaient de faire la langue de bois et en voulant nous imposer une politique d'Autriche, on ne peut pas continuer de cette manière aussi longtemps. Quand j'entends parler de dialogue, vous vous souvenez que le SDF de manière régulière a monté au créneau à l'Assemblée nationale où le problème anglophone était considéré comme un problème tabou, ouais. Où le président national a indiqué que c'était pas à l'ordre du jour. Ils ont dû faire du désordre. C'est quoi? C'est une des images que beaucoup de Camerounais ont gardé en mémoire. C'était la chaussure de Thomas Ndamdouya pour dire que où le président, tout un président de l'Assemblée nationale estimait que c'était un sujet tabou et qu'on ne doit pas en parler en Assemblée. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a une aspirations qu'on peut exprimer d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas venir ici dire que c'est pas, ils ont un problème comme tous les autres régions des francophones. C'est ce type de discours qui a énervé les gens et qui a fait que les gens se radicalisent. Ils ont des problèmes spécifiques. Et quand dans tout un parlement, tout un président estime que c'est un sujet tabou, qu'on ne doit pas en parler. Alors les partis d'opposition ont pris leur responsabilité en estimant qu'il faut en parler parce que les problématiques, selon qu'on est originaire de ces régions ou pas, ne sont pas forcément les mêmes. Et une fois que j'ai dit ça, je peux maintenant me réjouir du fait qu'il y a quand même quelques francophones qui sont solidaires sans que ça ne soit l'association, parce qu'il faut bien que les choses soient très bien claires. Être solidaire d'un mouvement n'est pas prôner la sécession donc on semblait dire que dans ce mouvement il y a des radicaux, il y a des modérés, etc. Depuis 1996, on a bien parlé de la décentralisation qui aurait pu être une réponse adéquate, peut-être pas suffisante, mais une réponse à cette problème adressé par la région anglophone. Sauf que d'affaires, ça fait plus de, on va dire quoi, depuis 96 qu'on en parle jusqu'aujourd'hui. 22 ans pratiquement. Voilà, on n'a jamais rien mis en application. Et vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, vous étonnez du fait que les gens continuent en s'en plaindre. Ça veut dire que dans le camp en face, il y a comme une sorte d'autisme qui est exprimé et qui n'est pas et qui ne rassure pas. Et j'espère qu'on reviendra sur le discours d'hier pour davantage révéler que cette comment on va appeler ça, cette indifférence, cette façon de prendre, cette insouciance est davantage une circonstance aggravante qui risque de plomber davantage les situations. Parce que hier, je suis de ceux qui avaient formulé des attentes précises et j'ai envie de croire qu'on n'est pas dans un État, comme bien souvent eu l'habitude de dire ici, qui est manifestement atteint la forme la plus achevée de l'inertie et qu'un autre Cameroun est possible. Mais si on ne se parle pas, comment voulez-vous qu'on se parle quand ceux qui sont censés prendre les décisions estiment qu'il y a des sujets tabous, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas qu'on s'appesantisse. À ce moment-là, comment est-ce que vous voulez qu'on se parle? Roger, on a vu, on va rester sur la fête du 11 février, on l'a vu l'année dernière, on a un sous-préfet qui est porté disparu le jour même de la fête. Aujourd'hui, c'est quelques établissements
qui prennent part au défilé. Est-ce que l'édition 2020, on a bien peur, hein? Oui, dire Il y aura quelque chose en 2020? Moi, je reste optimiste pour dire que je vais peut-être rejoindre la même veine que Jonathan. Il y a des pères fondateurs qui ont eu à penser le Cameroun. Et je vais résumer cette pensée même lorsque je regarde notre hymne national. Que tous tes enfants du nord au sud. Pourquoi on ne pouvait pas dire que les enfants du nord au sud, ou bien que tes enfants, que tous tes enfants du nord au sud. Ça veut dire les pères fondateurs avaient compris que, bien que l'unanimité ne soit pas une chose naturelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient la diversité, que les jeunes Camerounais, ou que les Camerounais, les citoyens camerounais, essayent de penser le Cameroun de demain. Moi, lorsque j'entends qu'il n'y a pas eu de compassion, ça me gêne un peu parce que j'ai suivi le défilé, par exemple, dans la ville de Yaoundé, et quelque part, dans une chaîne concurrente, un journaliste a dit, écoutons un peu les paroles de ces enfants. Écoutons les paroles de ces enfants. Et lorsque je suivais ces paroles, je ne sais pas s'il y avait autre conseil à donner à ces jeunes qui étaient en train de défiler que les paroles des chansons. C'était chanté en français et en anglais. J'ai un frère qui est du côté de Djoum qui défilait également, qui m'a appelé dans le sud Cameroun, qui parlait l'anglais. Donc du coup, je suis un peu gêné lorsqu'on dit d'abord anglophone, francophone. Je voulais rappeler que si l'Allemagne, pour reprendre le professeur Pondy, si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale, on ne serait pas du Cameroun anglophone ou du Cameroun francophone. Nos frères anglophones, je compatis excessivement. Et voyez-vous, Jonathan, Serge Alain, je parie qu'il y a des jeunes qui sont à Bamenda, qui regardent les chaînes de télévision aujourd'hui, regardant les autres jeunes de la partie peut-être qu'on appelle francophone aujourd'hui, qui ont défilé, qui se sentent mal à l'aise. Parce que nous autres, nous avions eu cette socialisation forte où on savait que le 11 février était une fête de la jeunesse. Le 10 février, tout le monde se préparait. Ah ouais. Tout le monde savait qu'il y a des festivités. Il y avait des petits boom boom shows qu'on faisait. On savait que c'est notre fête. C'est notre fête. La retraite au flambeau, etc. Lorsqu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas d'esprit de solidarité, je ne le pense pas. Moi, je reviens dans une perspective républicaine où il faut respecter les institutions. Et parmi les institutions, la fête nationale de la jeunesse est une institution. Boycotter la fête nationale de la jeunesse... Justement, permettez, Roger, je vais vous repasser la parole. Qu'est-ce que vous entendiez par solidarité? Qu'est-ce que, dans les 8 régions francophones, on aurait dû faire pour montrer que nous sommes solidaires des 2 régions anglophones? Il y avait Fonga. Alors, avant qu'il ne continue, Roger. Et parce que je vais dire que cette solidarité aurait pu... on aurait peut-être que il y a des manières de, et puis chacun, comme on dit chez les Bantous, chacun peut le deuil à sa manière. Ouais. Peut-être un bandeau noir sur peut-être à la main gauche ou à la main droite, c'est pas moi, permettre aux jeunes de défiler avec des messages qui leur viennent du cœur, pas des messages qu'on leur impose. Permettre aux jeunes, par exemple, pendant qu'ils défilent, de prendre 5 minutes de silence pour exprimer leur soutien, ouais. ou de laisser les jeunes s'exprimer sur la place des défilés de manière publique en face des autorités qui sont représentées. Il y a tellement de manières, ou même, pourquoi pas, aller plus loin, venir sur la place des fêtes ce jour-ci et décider de ne pas défiler parce qu'ils sont mécontents. Ça aussi, ils sortent tous le matin, ils arrivent, mais personne ne défile. Tout le monde est là, on voit quel est le degré du malaise que ces jeunes expriment. Il y a tellement de manières, mais c'est pas parce que c'est une institution, il y a de mauvaises lois. Hein. On peut être républicain. Oui. Bon, la preuve, on vient d'avoir un imminent procès à agrégé de droit qui a bravé un interdit en allant marcher alors que la marche était interdite. Ça veut dire que quelque part l'accumulation de frustration à un moment donné peut être le carburant c'est ça la solidarité de la révolte. Merci. J'ai indiqué plusieurs aspects. Ne prenez pas le volet qui vous convient. Il y a plusieurs gestes qui auraient pu être menés ce jour pour exprimer la solidarité. Ne prenez pas le bout qui vous convient. On vous a demandé. Ne prenez pas le bout qui vous convient. Ok. Roger, vous terminez votre propos. Oui, je voulais également dire à M. Fongan que chez nous, les Bantous exactement, on dit que les enfants ne regardent pas le corps,
Autrement dit, lorsqu'il y a deuil, les enfants ne regardent pas le corps. Dit que les enfants devaient observer 1 minute de silence, les enfants devaient porter un bandeau. On dit également chez les Bantous dont le monsieur a convoqué que les enfants ne regardent pas le corps. Je ne sais pas si dans son village, lui qui convoque l'approche Bantou, les enfants regardent le corps. Ayant dit cela, vous imaginez un enfant qui a perdu son père ou sa mère, de ne pas voir le corps de son père. De ne pas regarder, cet enfant peut regarder jusqu'à un certain âge. Ça dépend de l'âge. Jusqu'à un certain âge, je vous le dis, dans la socioculture bantou dont je me revendique d'être, les enfants ne regardent pas le corps. C'est une interdiction. Lorsque l'enfant regarde même le corps, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un rite que cet enfant doit subir pour que, en réalité, ce corps ne continue pas de le hanter. Il ne fallait donc pas, je pense que là, les institutions républicaines ont bien réfléchi en disant aux enfants ne portez pas le bandeau. Pourquoi? Parce que les enfants, en réalité, à un certain âge, ne doivent pas se mêler des problèmes des anciens. Les problèmes des anciens ici, c'est quoi? Lorsqu'on parle que lorsque les avocats... Mais les enfants subissent... Il y a 2 modérateurs. Non, allez-y. Donc, en réalité, lorsque j'ai dit cela, je comprends que dans la partie anglophone, lorsque cette affaire avait commencé, je suis solidaire avec ce que les avocats revendiquaient. Mais il faut également rappeler à M. Fongan que lorsqu'on est avocat de la partie anglophone, on ne bénéficie pas du même statut qu'avocat dans la partie francophone. Les avocats de la partie francophone restent et demeurent avocats. Dans la partie anglophone, ils sont à la fois avocats et notaires. Et en termes de rétribution, c'est-à-dire en termes de ressources, un avocat de la partie anglophone semble plus aisé et plus bien dans son bon point que l'avocat des parties francophones. Demandez-vous lorsque l'ordre des notaires a dernièrement organisé le concours pour l'accès à l'ordre national des notaires. Les personnes de la partie anglophone, de la partie francophone, autant pour moi, souffrent de ce fait et demandent chaque jour quand est-ce qu'on va organiser. Ça veut dire quoi? Il y a des malaises dans toutes les régions du Cameroun. Je me demande si le monsieur est déjà arrivé dans la zone de Kété, dans l'Est Cameroun, où des enfants de là-bas, certains n'ont pas pu se rendre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien là-bas, mais n'ont pas pu se rendre au défilé. Pourquoi? Parce que la route est mauvaise. Je me demande si le monsieur a déjà été dans la zone de Touadjap, dans le sud du Cameroun, dans l'arrondissement de Zouétélé, où les jeunes de là-bas ne peuvent pas marcher assez à pied parce que parfois il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est pénible pour eux de participer à un défilé, de participer à une fête qui les concerne. Moi, je veux me demander à mes frères anglophones, le problème n'est pas un problème de votre parti. Le problème est un problème national. La jeunesse camerounaise, toute la jeunesse camerounaise est en train de souffrir aujourd'hui. Et Serge Alain, ce qui me fait mal, c'est que lorsqu'on parle de cette jeunesse de plus en plus, malgré sa souffrance, a opté pour une certaine irresponsabilité. Allons ici à côté à Ange Raphaël, à l'université de Douala, où je vis quasiment, je passe tout mon temps. Regardez, allez dans... Ils sont là, je ne vais pas citer pour faire la contre-campagne. Mais je ne sais pas si on peut faire 2 pas sans voir un bar. Ce ne sont pas des vieux qui boivent là-bas, Serge Alain. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien, mais qui sifflent les champagnes chaque jour. Et ces jeunes disent, chaque jour nous n'avons pas. Comment est-ce qu'on va comprendre les problèmes de la jeunesse lorsque la jeunesse même ne veut pas plonger dans la responsabilité? Et les pouvoirs publics essaient de faire autant que se peut, d'appeler ces jeunes autant que faire se peut. Lorsqu'on regarde les centres multifonctionnels qui existent un peu de partout, la cité civique dont je vous parle, il existe un centre multifonctionnel dont les gens ne savent même pas l'existence ou bien ceci. Il existe des centres professionnels de formation des jeunes qui existent ici à Limbé, à Douala et à Saint-Mélima. Les jeunes eux-mêmes sont en train de démissionner de l'appel que le président de la République, malheureusement, a eu à leur faire hier pour dire cette République vous appartient. Malgré les difficultés qui existent, chers jeunes, vous devez savoir que on ne peut pas construire l'État sans vous. C'est vous le fer de lance de la nation. Chaque personne a sa manière de pleurer le deuil, mais chaque deuil, tous les deuils n'ont pas les mêmes causes. La cause principale, c'est qu'il y a deuil. Ça veut dire que le deuil peut être national. Il n'est pas seulement un deuil anglophone. Vous pouvez comprendre le ton avec lequel je parle de cette histoire. Parce que nous-mêmes, jeunes francophones, nous souffrons. Fautine Zouzou, cette situation dans le nord-ouest, comme dit, on reste là, est-ce que la partie francophone ne s'est pas montrée assez solidaire avec la partie anglophone?
Moi, il ne va plus m'appesantir beaucoup pour longtemps. Cette désolidarisation se traduit directement par le discours du chef de l'État hier qui n'a pas fait cas du sujet. Cela démontre tout. Pas besoin de spéculer là-dessus parce que nous sommes devenus tous maîtres dans l'art de la spéculation. Maintenant, revenant... Il n'a pas fait cas hier. Oui, il n'a pas fait cas hier. Oui. Voilà, ça voudrait dire il a fait cas je parle pour le cas spécifique de l'édition consacrée à la jeunesse. Il n'a pas parlé de ce problème. Ça voudrait dire que ce problème semble ne plus être à l'ordre du jour. Voilà. Saint-Jalin, quand moi j'écoute mon frère Roger Oyono dit que les jeunes, l'État fait des efforts et les jeunes ne veulent pas comprendre parce qu'ils sont trempés dans l'alcool et autres. Moi, je suis un peu gêné. Je suis tout de même gêné parce qu'on pense qu'on peut, je dirais, construire une histoire pleine de filouteries et demain se plaindre des conséquences. Je suis également gêné quand ce sont nos intellectuels, ceux qui sont chargés de prendre la parole, qui essaient toujours de vouloir nous faire croire que non, une situation qui s'est passée dans le passé et qui n'était pas peut-être bonne à questionner et que les gens ont accepté aller malgré tout, doit être forcément accepté aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'on construise le Cameroun. Il y a une équation qui se vérifie toujours dans l'histoire. C'est que l'ensemble des injustices et des mensonges aujourd'hui est proportionnel au nombre de violences de demain. Et vous pouvez aller vérifier n'importe où. Parlant du problème de la jeunesse dans l'alcool, le tabac et autres, c'est les conséquences d'un abandon éhonté de notre administration. Figurez-vous, lorsqu'on veut construire un État, parce qu'il faut regarder les pays... Non, je veux qu'on reste... ça, c'est un autre débat. Je veux qu'on reste sur le 11 février. Oui, justement. Ce qu'on a vu aujourd'hui. Je veux... Deux vitesses. Je veux revenir. Parce que Guy Hervé dit qu'il n'y a pas eu de solidarité. Pour que les jeunes de la partie francophone se montrent solidaires à ceux de la partie francophone du pays, il faudrait qu'ils arrivent tous à avoir une conscience nationale. Justement. Est-ce que cette conscience nationale, aujourd'hui, elle est construite? La réponse, pour moi, est non. Parce que la crise des leaders, si ceux qui prennent la parole en public disent qu'on n'a pas besoin de montrer cette solidarité-là parce que la fête de la jeunesse est une institution, ouais. Comment voulez-vous alors que ceux qui sont au quartier, qui sont des petits frères ou des grands frères, qui nous suivent sur les plateaux, parviennent à se montrer solidaires lorsqu'on sait qu'on ne peut pas dire à son enfant, ou du moins, on ne dit pas à son enfant, ne rentre pas la nuit, tout en rentrant soi-même à 23 heures. Les gens ne copient que ceux qui prennent la parole en public. Le chef de l'État ne l'a pas fait, aucun ministre ne l'a fait. On a vu les sous-préfets ou encore les chefs d'État et autres dans des communes et départements où la fête a eu lieu. Personne n'a beaucoup plus l'attention du reste du quartier que c'est lui qui décide de rester sur son lit à domicile et mourir. Nous avons des problèmes. Mais actuellement, ce que traversent les jeunes dans la partie anglophone du pays n'est pas la même situation que nous traversons. Ici, malgré nos problèmes, nous avons encore la possibilité de nous lever le matin, prendre le bain, aller chercher de quoi manger. Nous avons la possibilité d'aller vendre les vêtements au marché central, même si nous sommes détenteurs d'un master et plus. Mais ceux des régions anglophones n'ont plus la même chance. Est-ce que demander que nous soyons solidaires à eux voudrait dire que nous acceptons la sécession? Non. Est-ce que le débat sur ce plateau portait sur la sécession? Non, je ne pense nulle part. Je ne pense nulle part. C'est une célébration. Il faudrait être un Camerounais de mauvaise foi pour croire qu'il y a un État du monde qui peut accepter la partition d'un pays. Mais cela ne voudrait pas aussi dire que si à l'intérieur d'un même État, les gens demandent la sécession et qu'un affrontement s'ouvre entre l'armée, entre les forces de l'ordre de l'État et les acteurs de la sécession, la population va se désolidariser ou du moins ne va pas se montrer solidaire de ceux qui subissent les violences de ce côté-là, parce que dire que les anglophones souffrent, ça ne voudrait pas dire que c'est l'armée et le gouvernement qui les fait souffrir dans ce côté-là. Il y a aussi les sécessionnistes en brousse qui brûlent les maisons et les hôpitaux. Mais est-ce que lorsqu'ils brûlent, les populations ne souffrent pas? Ou est-ce que
parce que ces sécessionnistes-là sont les grands frères et les cousins de ces populations-là, qu'on ne doit plus se montrer solidaire en leur faveur juste parce qu'on se dit qu'il y a un problème anglophone, solidarité ou pas, c'est un problème de sécession. Moi, je pense que nous devons prendre le temps d'être conséquents. Ok. Ce sont nos faits qui sont de ce côté-là. On vient de brûler un hôpital. Aujourd'hui. Ça voudrait dire que... Et vous imaginez l'hôpital si durant la célébration de la fête de la jeunesse, certaines autorités, certains administrateurs civils pouvaient peut-être avant la fin lever la main et dire nous compatissons. Je pense que c'est le minimum. De montrer qu'on est avec quelqu'un. Parce que les enquêtes n'ont pas encore établi qui a brûlé l'hôpital. Mais l'hôpital a été brûlé et dès demain matin, les gens vont souffrir. Et qu'il faut rappeler qu'il y a eu 3 ou 4 personnes qui sont tombées dans ce feu. Alors, montrer sa solidarité voudrait dire que nous acceptons que vous souffrez. Nous acceptons que vous souffrez. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons régler. Alors, quand on parle de solidarité, les gens évoquent la sécession pour faire diversion. C'est une très belle chose parce que j'ai suivi Zojo. C'est un ami qui dit que est-ce que ces anglophones souffrent comme nous les francophones? Est-ce qu'ils ont droit à 10 jours de travail, un jour? Monsieur Jojo, lorsque un certain parti politique a voulu mettre les gens dans la rue, les jeunes francophones ne se sont pas laissés aller. Ils ont compris que cette affaire peut dégénérer à une crise anglophone. Ils sont restés à la maison. Que la jeunesse anglophone qui n'est pas allée défiler aujourd'hui, c'est le boycott. Vous prenez ça comme boycott ou bien elle a été contrainte de rester chez elle? Elle est contrainte. Elle est contrainte de rester chez elle. Mais je veux en venir au fait. La situation de contrainte vient de ce que les sécessionnistes, pour l'instant, qui sont en train de créer une sorte de désordre dans cette zone, commencent à avoir, ils ont dans l'imaginaire, ces gens-là, ils ont dans l'imaginaire, même de certaines personnes francophones, un certain soutien. Lorsque des gens disent que dans cette zone, il y a une souffrance différente de la zone francophone. Actuellement, c'est le cas. Actuellement. Non, monsieur Foti, il y a une vérité. La situation qui a dégénéré là-bas a abouti à une complication de la situation de la vie elle-même. Et ça, nous disons... Alors pourquoi faut-il dire qu'actuellement, ils souffrent plus que... Et c'est le pourquoi il faut être républicain. Il faut que les jeunes comprennent une chose. Oui. Le problème la solution ne viendra pas forcément seulement de l'État. Elle viendra d'abord d'eux-mêmes. J'ai toujours répété que les jeunes leaders de la zone anglophone doivent se constituer en collectif. Et il y a un collectif, il y a le président Cabral Léby a fait une déclaration, et dans son adresse à la nation, aux jeunes, hier, à 19h, parce qu'il avait également fait un discours, il a répété que la jeunesse du Sud-Ouest a demandé la libération de tous ceux qui ont été incarcérés du fait de cette crise. Voilà une proposition concrète. Vos affaires de solidarité, personne de vous ne peut me dire comment on peut être solidaire. Il a dit voilà, on peut libérer. Il existe, non, laissez que je continue. Il existe des collectifs avec lesquels l'État, il y a le Conseil national de la jeunesse. Lorsque de tels collectifs sont identifiés, il faut ouvrir le dialogue avec eux. Et là, je pose plutôt un autre problème au niveau des institutions républicaines qui ont été mises sur pied. La Commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme, qu'est-ce qu'elle fait depuis? Je crois que ma grande question depuis le début de cette crise et puis l'institutionnalisation de cette nouvelle, je ne sais pas trop comment appeler ça, ça n'a pas donné à cette crise un véritable début de solution. On ne voit pas sur le terrain à quoi sert cette commission. Mais les acteurs de cette commission, c'est là qu'ils étaient attendus. Le 11 février, on devait voir les colloques qu'ils ont organisés dans la zone anglophone. Mais justement, les colloques qu'ils ont organisés dans la zone anglophone. Monsieur, ce n'est pas de la solidarité. Je parle là d'actes concrets qui visent à construire la conscience patriotique et républicaine au Cameroun. Parce que comme M. Yono disait, le problème est national. Il n'est pas un problème de la zone anglophone. Voilà, c'est un problème national. Et nous devons prendre ça comme un enjeu national. Et les jeunes de la zone anglophone doivent se dire une chose. Parce que quand on dit même zone anglophone, normalement c'est une reconnaissance de ce que notre État avait été partitionné. Maintenant, ils doivent comprendre une chose. Nous sommes dans un ensemble national.
pour discuter des questions nationales, il faut d'abord s'identifier à cet ensemble. Déjà. Non, je sais pourquoi je le répète. Déjà dit déjà. Les sensibilités que je vois se développer de manière insidieuse dans le langage de solidarité, là, ce n'est pas normal. Les jeunes doivent savoir que c'est dans la République qu'on développe. Et là, nous devons interroger. Le président a parlé hier, il n'a pas parlé de ce fameux Conseil national mais s'il a créé ça juste pour mettre du travail à des retraités, qu'ils nous le disent. Si c'est pour que ça résout vraiment le problème, eh bien que ces gens travaillent. Que ces gens se mettent au travail. Nous voulons concrètement voir à quoi ça nous sert cette institution. Ok, Guilherme, faut dans 30 secondes pour dire que Equinox, c'est un programme très sérieux et qui est regardé par des 25 millions de Camerounais qui sont également très sérieux. Et quand on parle des sujets aussi sensibles, il faudrait qu'on soit également très très sérieux et qu'on pense tout ce qu'on dit et que les uns et les autres mesurent la portée des propos qu'ils avancent ici. Vous savez, quand le président Paul Biya est arrivé au pouvoir, quelques années plus tard, il nous a posé une question rhétorique en demandant quel Cameroun nous voulons pour nos enfants. Bon, comme moi, vous avez vu que c'était d'un optimisme contagieux. Mais quelques années plus tard, c'est une désolation qui est collective. On a vu que c'est un État qui a démissionné, qui a abandonné le peuple à lui-même. Et on ne peut pas laisser les Camerounais aussi insultés sur un plateau de télévision en les traitant d'irresponsables. Je voulais dire en termes de jeu que 75% des Camerounais ont moins de 35 ans. Et ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont très sérieux, chaque jour inventent des manières de faire et d'agir. Notre économie à 90% dans le secteur informel et cette économie est occupée par les jeunes au quotidien parce qu'il n'y a pas d'issue de sortie dans la fonction publique. Donc, venir dire que les jeunes sont irresponsables, je pense que les jeunes qui nous regardent ne seront pas très satisfaits. Nous avons tous été à l'université. Nous avons tous été à l'université. Vous aimez le spectacle qu'on voit. Non, c'est pas le spectacle. Nous avons été à l'université. Ne faites pas dans la gueule de bois, monsieur. Merci, cher monsieur. On revient après le journal. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant, Cédric. Au menu ce soir, on imagine, la soir. 53e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Et il y a eu un événement qui a quelque peu éclipsé cette célébration de la Fête de la jeunesse. C'est ce grave incendie survenu dans un hôpital de district à Kumba, là où il y a eu plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Les populations soupçonnent une main criminelle et un tel climat d'insécurité a impacté sur la Fête de la jeunesse à tel point que le défilé à Bamenda a duré moins d'une dizaine de minutes. Vous verrez dans ce journal comment quelques enfants, élèves et étudiants ont bravé la peur pour défiler à la place des fêtes à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Et il y a eu le mécontentement des jeunes politiques qui n'ont pas pu participer à cette fête de la jeunesse dans plusieurs villes du Cameroun. Ils s'expriment dans le journal de 20h. Par contre, le ministre de la Jeunesse, lui, il estime que l'engouement observé à travers le triangle national témoigne de l'engagement des jeunes aux côtés du président de la République et aux côtés des valeurs véhiculées par la République du Cameroun. Le président de la République qui a encore fait des promesses à la jeunesse camerounaise, annonçant 500 000 emplois prévus en 2019, mais les économistes sont moins optimistes que le chef de l'État regarde la réalité économique et sécuritaire du Cameroun qui pourrait contrarier les ambitions présidentielles. Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, merci. Développement de tous ces titres. C'est dans le journal que vous allez présenter pour vous. Une fois de plus, c'est Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités dans Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur. Toujours en compagnie de Jonathan Batengene, Foting Zodjo, Roger Yono et Guilherme Fongan. Pourquoi on peut en arriver à brûler un hôpital, selon vous? Non, je veux dire que on peut comprendre, même si on n'approuve pas ce qu'ils font, mais je pense que quand on franchit ce type de palier, ça veut dire qu'on a, à mon sens, atteint le non-retour. Parce que même dans la guerre, il y a des règles, il y a des choses à respecter. Oui.
brûler un hôpital, brûler une école, je pense que c'est totalement inadmissible. Et je pense que quand on en arrive là, c'est dire que notre boulot a vraiment débordé le vase. Mais par contre, en observant de manière froide ce qui se passe, on peut également, sans justifier évidemment, je veux dire qu'il y a une rhétorique additionnelle qui est développée au quotidien. Sur ce plateau, et Jonathan l'ont repris à leur compte, de l'oppresseur ou de l'oppressé, on finit par toujours aller à l'hôpital. Il n'y a pas de chose, à partir de ce moment-là, on peut se fixer un minimum de règles en comprenant qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher parce que c'est sacré, parce qu'il monte d'un cran pour être sûr que il va quand même réussir à attirer votre attention dans le malaise qu'il ressent. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas avoir 75% d'une population qui a moins de 35 ans et qu'on délivre un discours à la jeunesse sans qu'il y ait une promesse forte, sans qu'il y ait un élément concret qui puisse rassurer ces jeunes-là. Et c'est vraiment ce que le président fait hier. Restons dans l'hôpital. Non, je suis dans l'hôpital. Je suis dans l'hôpital pour dire que... On est dans le débrief. Je suis dans l'hôpital. Le premier thème, c'est l'incendie de l'hôpital du district de Kumba. Je suis dans l'hôpital un hôpital que je connais d'ailleurs. Parce que j'ai dit qu'on va chercher à comprendre. J'y reste à l'hôpital pour dire que c'est totalement incompréhensible. Enfin, je veux que c'est inacceptable. Même si on peut essayer de spéculer sur les mobiles de cet acte-là, mais on ne peut pas admettre et concevoir que les gens, même dans une guerre, même parce qu'ils sont mécontents, en arrivent à mettre de feu à un hôpital. Ils ont commencé par les écoles, maintenant c'est les hôpitaux. C'est peut-être l'occasion. Donc vous savez qui a fait ça? Vous dites qu'ils ont commencé à mettre de feu. Non, je veux dire que les écoles. Non, durant cette crise anglophone, à l'épreuve de la réalité, on a vécu il y a quelque temps les écoles qui ont été incendiées. Maintenant, c'est les hôpitaux qui sont incendiés. Il y a eu des marchés aussi. Enfin, des marchés qui ont été incendiés. Oui. Je ne dis pas que c'est les mêmes personnes qui sont à l'origine de tous ces dégâts, mais toujours est-il que à un moment donné, il faut qu'on se ressaisisse. On ne peut pas admettre, quelles que soient les raisons de la colère, qu'on puisse aller mettre le feu sur un hôpital. Je pense que là, c'est la côte d'alerte qui est en train d'être franchie et on risque d'atteindre à cette heure-là un point de non-retour. Je vais interroger le sociologue que vous êtes, Jonathan Batingele. Que représente l'hôpital pour les populations, pour une société? L'hôpital, c'est une institution qui a un service social à offrir. C'est-à-dire que c'est une institution publique, mais qui a un service social à offrir. L'hôpital dans une société, c'est l'un des lieux où on peut se réfugier quand il y a des situations tout à fait dramatiques. Et normalement, l'hôpital soigne indépendamment de la couleur de la personne ou bien de l'origine de la personne. C'est tout à fait regrettable qu'on en arrive à cette situation, d'avoir des gens qui brûlent l'hôpital. Vraiment, c'est un acte à condamner. Ce n'est pas un acte à comprendre, c'est un acte à condamner. On ne brûle pas un hôpital, même dans une guerre. C'est un lieu où même les blessés de cette guerre sont soignés. Les infirmières qui y travaillent ne demandent pas à savoir si vous êtes ou pas un sécessionniste, si vous êtes ou pas un militaire. On vous soigne d'abord. C'est le serment d'Hippocrate. Donc, qu'un institut qui a pour vocation de traiter les personnes ou bien de s'occuper de leur santé soit brûlé, ça veut dire qu'on atteint un point d'irrationnel, même dans cette guerre. Et je reviens sur un fait. La raison, c'est ce que m'a appris la formation depuis le bas âge. 1 plus 1 égale 2 n'est pas un calcul démocratique. Le populisme n'est pas une... Ça peut être populaire, hein? Mais ça ne veut pas dire que ça va s'imposer. La raison s'imposera toujours. Je le dis parce que tout à l'heure, M. Fonga a voulu ramener un discours au mien. Et je veux lui répéter une chose. M. Fonga, nous parlons à des Camerounais qui sont des personnes responsables. Il ne faut pas leur parler avec langue de bois. Il faut leur parler honnêtement. Et leur dire ce qui pourrait être la raison des choses. Dans une telle situation, il y a une posture républicaine à avoir, une posture patriotique. Il faut parler à ces Camerounais. Et courir le risque, parce que vous avez pris l'image de l'enfant. L'enfant aimerait tout faire. Mais dans la discipline, vous apprenez à votre enfant
à sélectionner les actes convenables des actes non recevables. On dit la même chose. Hein. Donc, nous sommes Ils ont la dans même une chose, posture où certains de nos frères ont posé des actes irrecevables. Nous devons leur rappeler que nous sommes jeunes. Et il y a d'autres jeunes qui pensent différemment. Vous avez pris une mauvaise posture. Ce n'est pas la peine de faire dans les populistes. C'est ce qu'on dit. Vous allez flatter. Ça sert à rien de répéter ce que j'ai déjà dit. Dites-leur la vérité. Ça sert à rien. C'est On a condamné l'acte, condamnable. c'est tout, avançons. S'ils se posent, s'ils posent ce genre d'acte, ce n'est pas comme ça qu'on va se battre. On a une voie républicaine dans laquelle nous sommes engagés. C'est la voie démocratique. Et depuis que le Cameroun s'est engagé sur cette voie, il faudrait qu'on connaisse des avancées. Et là, nous attendons tous les jeunes. C'est le combat du candidat Cabral Libye à la dernière élection, qui aujourd'hui est parti jusqu'à l'extrême nord, où nous avons connu des actes, des armes, des massacres. On sort du sujet. Hein. Il est allé là-bas et il dit aux jeunes, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est là-bas que notre combat se trouve. Ok, faut-il toujours sur cet acte de la nuit. C'était la nuit de dimanche à lundi, 3h du matin, on l'a appris dans le reportage. C'est quand même... Comment vous comprenez ça, vous? On en arrive avec... Il y a des personnes qui n'ont pas pu s'échapper, on l'a appris dans le reportage, mais qui ont été complètement calcinées. Moi, je pense qu'actuellement, nous ne sommes plus du domaine fondamental du problème. Mais plutôt, on a atteint un autre niveau, comme dit Guillermo Fongan. Nous sommes en train déjà du domaine des conséquences d'un problème. Oui. Et vouloir tout simplement s'attarder sur les conséquences d'un problème sans toutefois questionner le fond, c'est... On questionne le fond depuis 2016. Voilà, justement, c'est ça dans le problème. C'est-à-dire, voilà. On a vu dans la ville de Douala, il y a de cela un mois, et j'étais avec Jonathan sur ce même plateau, des gens qui sont allés braquer à l'hôpital. Voilà, l'hôpital à la cité. On a vu des gens qui sont allés braquer à l'église. Oui. On a vu des gens qui sont allés braquer dans des chefferies traditionnelles. Mais ils ont fait pire, hein. Vous savez que les prêtres ont été assassinés. Voilà, justement, ça veut dire que ils ont fait pire. Brûler l'hôpital aujourd'hui n'est rien de nouveau pour ce qui est le Cameroun. On a traversé plus pire que ça, et pire que ça autant pour moi, et dans des zones qui ne connaissent pas de violence. C'est-à-dire que dans la ville de Douala, avec toute sa stabilité, les gens parviennent à braquer dans des hôpitaux. Alors, il y a là un problème de fond qui ne concerne pas typiquement les anglophones ou ceux même qu'on peut accuser. Non, ne banalisez pas, braquer et brûler, c'est pas la même chose. Non, non, je vais y arriver. Vous pensez que celui qui va braquer à l'hôpital, si le médecin résiste, lui va tuer le médecin pour prendre de l'argent. Ça veut dire non, que... pour le cas de la cité, il n'y a pas eu mort d'homme, ils sont contentés. On l'a même répété sur ce plateau, ils sont contentés de les comptes. Ce sont les anglophones ou les ambazoniens qui ont... Parce que l'a brûlé, mettre le feu qui ont brûlé cet hôpital et qui ont déjà eu à poser d'autres actes peut-être plus atroces que ça, parce qu'ils ont brûlé des établissements scolaires. Ils ont même assassiné des chefs, tout en disant qu'ils collaboraient avec le régime de Yaoundé, et ainsi de suite. Ça veut dire que ces actes-là, au-delà de les dénoncer, de les condamner, nous devons, en tant que citoyens, demander à notre administration d'utiliser tous les moyens qu'elle dispose pour trouver une solution à cette crise. Parce que c'est déplorable de savoir qu'on brûle un hôpital. Peut-être les gens diront que les ambazoniens eux-mêmes vont souvent dans ces hôpitaux se soigner, mais que feront les populations dès demain matin? Comment donc expliquer que depuis quand même 3 ans, on continue de croire que l'unique solution à ce problème anglophone, c'est l'affrontement militaire? Certes, nos forces de défense et de sécurité font peut-être un travail sur le terrain, mais je pense qu'au-delà de ce combat militaire-là, il y a une dimension purement politique et que l'État devrait s'appesantir dessus et chercher des personnes qui peuvent, par les moyens de dialogue, résoudre ce problème-là. Parce que nous ne savons pas ce qu'après l'hôpital, ces gens vont brûler. Ils ont assassiné des chefs traditionnels. Imaginez-vous, pour un Bantou, aller jusqu'à assassiner des chefs traditionnels, ça voudrait dire que cette population, ce sont les sécessionnistes qui l'ont fait, ils ont déjà atteint même de la folie. Et je l'avais toujours dit sur ce plateau qu'il faut être un homme
atteint d'une sérieuse maladie, d'un sérieux problème, pour porter les armes et commencer à lutter contre les personnes qui ne t'ont rien fait. Parce que brûler l'hôpital ne t'a rien fait. Brûler un chef du village tout en demandant la sécession, est-ce que la sécession viendra des médecins? Est-ce que la sécession viendra du chef du village? Est-ce que ce sont les élèves qui vont à l'école qui apporteront la sécession? La réponse est non. Donc, pour moi, il n'est plus temps de dire il faut condamner et le combattre. Il faut mettre sur pied une seconde dimension de la résolution de ce problème qui est la dimension politique, donc la dimension diplomatique. Ok, Roger Yono, comment comprendre qu'on en arrive à mettre le feu à un hôpital? Serge Alain, sur la question... C'est pas un commissariat, c'est pas une brigade de gendarmerie, c'est un hôpital, comme a dit Jonathan. On accueille tout le monde, les blessés qui viennent des deux côtés. Exactement, poser la question de savoir comment on en arrive à brûler un hôpital revient à ce que j'étais en train de dire en entame. Qui a brûlé l'hôpital? Et c'est-à-dire à quelques jours, c'est-à-dire après 5 jours de la fête de la jeunesse, où on sait qu'un enfant peut avoir un malaise à Kumba et il peut se rendre dans cet hôpital pour être soigné. Vous savez, Serge Alain, lorsque j'ai regardé les images tout à l'heure, j'ai eu des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que mon premier poème que j'avais eu à rédiger étant enfant, c'était Le Petit Camerounais. Au temps passé, le Cameroun était un pays ignorant, mais aujourd'hui, il ne l'est plus ainsi. Notre pays est divisé en 2 rangs, le rang des ignorants et le rang des instruits. Qui va finir cette ignorance? Qui va ouvrir cet œil et cette oreille qui n'entend pas? Et je disais à la fin, c'est moi, le petit Camerounais. Cela arrive avec des gens dont M. Fongan encourage chaque jour. C'est-à-dire, lorsque M. Fongan parle, il dit non, il faut dire la vérité aux Camerounais. Je ne sais pas de quelle vérité il parle. Il existe 3 formes d'institutions en droit. Des institutions normes, des institutions organes et des institutions individualisées. C'est-à-dire, par exemple, le président de la République, la présidence de la République, institution, organe, et les institutions normes, par exemple, la Constitution. Parvenir à brûler une institution organe, qui plus est, qui fait dans le service social, comme l'hôpital, je pense que là, c'est de la démence, en réalité. C'est de la démence, et je ne peux pas accuser ces gens, contrairement à ce que vous pensez. Là, je pense qu'il faudrait que les pouvoirs publics reviennent à la resocialisation des Camerounais. Il faudrait que les gens savent à quoi sert un hôpital. Sache à quoi sert un hôpital. À quoi sert l'hôpital? À quoi sert telle chose? Il y a de cela, par exemple, 3 semaines, j'avais dit ici, sur le même plateau, que la peur du gendarme marque le commencement de la sagesse, mais le respect également des institutions définit le repos du gendarme. Ça dit, si vous ne faites rien, l'État ne peut pas agir contre vous. Si on a des gens qui parviennent à brûler un hôpital à Kumba, c'est à Kumba aujourd'hui, demain on ne sait pas là où on va brûler. Je dis un grand homme d'État, pour le paraphraser, avait dit à menace globale, riposte globale. L'un est à la riposte. Lorsqu'on parle de guerre ici, moi je ne veux pas dire qu'on va faire la guerre, parce que la guerre c'est avec des ennemis. Je pense pas que ces gens sont des ennemis. C'est 3 ans, trois ans de riposte déjà. Cela n'apporte pas la solution. Je pense en réalité, je ne sais pas la solution que vous voulez, que l'État du Cameroun arrive là-bas et dise non, les amis, venez, on arrive. Je pense que pour dialoguer même avec quelqu'un, il faut savoir avec qui on va dialoguer. Il faut savoir, vous pensez, excusez-moi un peu, vous pensez que l'État ne fait rien, que ça arrange l'État? Mes chers amis, vous mentez. Ça dérange également cet État parce que si ça commence à Bamenda, ça peut arriver à Douala, ça peut arriver à Yaoundé. Ça veut dire on peut faire quelque chose et faire mal. On peut faire quelque chose et faire mal. Moi, je suis un peu fatigué de ces personnes qui passent le temps à donner des leçons. Moi, j'aimerais dire au ministre de l'administration territoriale qu'il y a un monsieur sur le plateau qui est expert des résolutions des conflits, par exemple dans la crise anglophone, pour qu'on vienne vous chercher. Arrêtons ça, les amis. Il faudrait qu'on condamne cela. Oui, j'ai l'impression. Il faudrait qu'on condamne cela avec la ferme et la dernière énergie. Ce n'est pas bien de brûler l'hôpital. Ce n'est pas quelqu'un de Djoum qui va facilement quitter le Djoum pour aller à l'hôpital à Kumba. Je le dis devant la caméra. C'est vous à Kumba également. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital d'à côté. Avant de venir à la Quintini, on va vous administrer les premiers soins à Kumba. Brûler cet hôpital, les amis, vous avez fait fort. Vous avez franchi la ligne rouge. Et là, l'État doit prendre tous les moyens nécessaires. Et là, je parle vraiment des moyens régaliens, à savoir
aller sur le terrain, traquer ces gens et les présenter aux yeux de la, parfois il les présenter aux yeux de la population pour que cette population la regarde. Je suis un peu gêné lorsque je vois certains Camerounais essayer de légitimer cela. Excusez-moi, si vous étiez peut-être à Bamenda et on vous dit qu'il y a un hôpital. Dans un hôpital, il y a des infirmes, il y a des personnes qui sont malades depuis, qui ne peuvent pas se lever de cet hôpital. Pour fuir, hein. C'est ce qu'on a eu hier. Lorsqu'on met des flammes, ce sont des Camerounais, ou alors, ceux qui disent même ils sont de l'État d'Amazonie, ce sont vos futures populations que vous êtes en train de tuer. Il y a un agenda caché dans cette histoire, Serge Alain. Et cet agenda doit être démantelé par les services secrets, etc. Et pendant longtemps, certaines personnes ont eu à dire cela avant moi. Il faut faire très attention lorsque nous prenons la parole. La parole ici, elle n'est pas démagogique où on veut faire du populisme ou parler pendant 40 minutes pour croire ou bien en grondant. Ici, il faut dire la vérité aux Camerounais. C'est nous le fer de lance de la nation. Si nous sommes le fer de lance de la nation, c'est en posant des acteurs responsables qu'on pourra parvenir à la juvénilisation des pouvoirs des gouvernants. On doit aboutir à cela. Et lorsque je regarde une jeunesse, on me disait tout à l'heure que Roger est en train de dire que les étudiants sont irresponsables. Mais non, moi je suis au contact des étudiants. Si vous n'en êtes pas, moi je suis à l'université. J'en ai été président des étudiants, Serge Alain. Et parfois j'ai des grands frères qui me disent Roger, allons en salle de TD. Je regarde, j'enseigne des étudiants. Et ces étudiants, lorsque vous regardez leur copie, Serge Alain, pour 3 heures de temps, je vous assure que si vous regardez ce que ces enfants écrivent, vous avez l'impression de dire, les gars, ne faites pas ça. Nous allons légitimer ce que les vieux là disent, que nous ne sommes pas encore d'accord. Or, le 10 février 2016, le président de la République avait déjà commencé à le dire. Je ne le cite pas généralement, mais c'est la seule phrase qui m'intéressait de tous ces discours. J'invite résolument la jeunesse à prendre le destin de la nation en main sous l'encadrement des aînés. C'est en brûlant qu'on va prendre le destin de la nation. Merci, rapidement, Fauti. Oui, c'est-à-dire, moi je pense que mon frère Renaud pense que moi, je suis un peu gêné lorsque les gens pensent qu'il faut passer tout le temps à dire nous condamnons, nous condamnons. Nous ne sommes pas ici dans une église réveillée. Nous sommes bel et bien sur un plateau de télévision et on a besoin que les Camerounais comprennent qu'il y a des problèmes et qu'on doit emprunter des démarches qui tendent vers la résolution. Mais composer une démarche efficace et efficiente sur le plateau et qu'on vous appelle. Ça dit seulement il faut condamner ne change pas parce que ça fait exactement 3 ans que nous condamnons. Nous n'avons jamais arrêté de condamner. Nous avons toujours condamné et les actes continuent d'être posés. C'est ça le problème de fond. Alors la solution, comme je l'ai dit, c'est que l'État doit emprunter une nouvelle démarche qui est la démarche politique pour résoudre ce problème. Même si je dis je ne condamne pas ou pas, cela n'empêcherait pas peut-être les violences de demain. Nous avons condamné. Maintenant, revenant pour chuter très rapidement, sur dit les étudiants, quand tu regardes leurs copies, c'est désolant. Mais les étudiants passent leur journée et moi je les vois tous les matins quand je sors de chez moi. Mais que fait l'administration lorsque nous savons que la loi même de notre pays interdit l'ouverture de ces débits de boissons autour des universités? Vouloir seulement inculper ceux que j'appelle des coupables qui sont les jeunes, c'est ouvrir encore la brèche à la lorsque l'administration ferme, les mêmes jeunes chanteurs ouvraient, fermer les bars, on va toujours boire. La bière c'est combien? On va toujours boire. Merci, ce sont ces jeunes. Merci. Bonsoir, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Serge Alain, et moi je dis, même si c'est comment, on va seulement parler de football. On va seulement parler 100% football dans un instant. Sylvestre Hippolyte Zangao, dans un instant, 100% football. Au menu ce soir, Sylvestre. Au menu ce soir, bien évidemment, grand zoom sur la 2e journée des championnats de football professionnel du Cameroun. D'abord en Ligue 1, il y a eu 13 buts qui ont été inscrits, avec 8 matchs disputés, seulement une victoire avec autant de matchs disputés. Ça veut dire qu'il y a une véritable crise de buts. Dans notre championnat, les attaquants ne sont pas véritablement à droite. Depuis le début de cette saison, on fera le point en tout début de cette émission. Nous parlerons également de la Ligue 2 avec le Canon sportif de Yaoundé qui enchaîne sa 2e victoire d'affilée en 2 journées de championnat, mais ça commence toujours comme ça pratiquement depuis 4 saisons maintenant. Pour le Canon de Yaoundé qui démarre de manière tonitruante, il s'essouffle en fin de saison. Difficilement, le Canon arrive à accéder en division supérieure. Ça a été le cas encore la saison dernière où le Kwakom n'a pas pu revenir en première division au Cameroun. Des nouvelles des Lions indomptables qui préparent la Coupe du Monde. C'est dans 4 mois du côté de la France. Alain Djumfa et ses joueuses poursuivent leur
poursuivre leur premier stage préparatoire du côté du centre d'excellence de la CAF. C'est un Bankomo en banlieue de Yaoundé. Clarence Sidorf et Patrick Clevet préparent eux aussi déjà la prochaine sortie des Lions indomptables du Cameroun. Un match crucial le mois de mars prochain contre les Comores. Ça passe ou ça casse pour le Cameroun qui doit, à l'issue de ce match, se qualifier pour la phase finale de la CAN 2019. Voilà. Bien évidemment, ce sera avec nos invités, l'un des dirigeants du Cameroun sportif de Yaoundé, Jules Bertrand Inégé, qui sera en plateau avec nous. Avec lui, nous ferons le point sur ce début de saison plutôt réussi du Cameroun sportif de Yaoundé. Et nous aurons un entraîneur de football qui est très souvent consultant sur nos antennes lors de grands rendez-vous sportifs, le coach Joseph Monté. Donc vous allez parler essentiellement football. Essentiellement football Rien ce que soir. football. On ne parlera pas de bar. Voilà. Merci Sébastien Polyte Zangaou dans un instant pour 100% football. On va terminer avec vous, Guervé Fongan. Je vous voyais brûler, vous brûlez dans Oui. intervenir. Je voulais simplement dire que nous avons énergiquement condamné l'incendie de cet hôpital de Kumba et personne ici ne légitime quoi que ce soit. Mais et rappelait aux uns aux autres, ça fait 3 ans qu'on essaie de terroriser les sécessionnistes entre guillemets. On n'a pas l'impression qu'on est vraiment sorti de l'auberge. Vous savez, ce qui fait la force des kamikazes sur une puissante armée comme l'armée américaine, c'est que ils n'ont pas peur de mourir, et des fois ils ont vécu un lavage de cerveau dans lequel on leur a promis les 7 vierges. C'est vrai, quel que soit le déploiement, l'arsenal militaire qui seront en face, quand ils auront les choses à faire, ils les feront. Quand les gens en arrivent à brûler des hôpitaux, brûler des écoles, assassiner des prêtres, des chefs traditionnels qui sont les grands de la tradition, ça veut dire que, à mon sens, la force ne peut plus régler ce type de problème, mais il faut agir, il faut activer notre levier pour régler ce type de problème, et c'est plus profond que ça, ce n'est plus la force. C'est ça qu'ils ont d'autres logiques qui travaillent leur prise de parole et de décision. À partir de ce moment-là, peut-être que le volet, le levier sur lequel il faut vraiment activer, il faut agir de manière sérieuse, c'est, à mon sens, peut-être le levier comment je vais appeler ça, de prise de conscience, de dialogue. Il faut les écouter, il faut parler avec eux. Voilà ça fait plusieurs fois que le Karslan Toumi essaie d'organiser la Hall anglophone. Ça n'arrive pas à se tenir parce que le régime estime, enfin ça fait 2 renvois qu'il a échoué. Donc ça veut dire que si la faute du pouvoir, bon, puisque la conférence a été annulée, pas par lui, mais par non, renvoyé par le régime. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense, il est possible de s'asseoir, de dialoguer, de discuter. Il a essayé 2 fois, il n'a pas eu le go à être comme les anglophones. Donc, quand les gens en arrivent là aujourd'hui, ils ont subi un lavage de cerveau tel que le droit de la force n'est plus à même de les faire reculer. Il faut activer notre levier pour sortir de cette situation. C'est aussi ça. Je vais terminer avec un élément, peut-être que j'ai lu quelque part. Les Britanniques en Irlande du Nord ont fait 25 ans de guerre contre le sécessionnisme. 25 ans, pas 5 ans, 25 ans. Donc, si vous lancez le message suivant lequel l'État du Cameroun va quitter là-bas au bout de 2 ans, vous leur mentez. Disons-nous la vérité. Nous sommes des jeunes. Moi, je peux mourir. Hein? Parce que quand vous parlez de la vérité à certaines personnes, ils vous menacent de mort. Je peux mourir. Mais il y a d'autres Camerounais qui viendront. Et sachez que l'esprit républicain, quand c'est ancré déjà dans un peuple, on ne peut plus le changer. C'est un combat que toutes les générations, nous devons inculquer à nos enfants. L'État du Cameroun est un et indivisible. C'est la forme que nous avons choisie dans notre... Personne n'a dit le contraire ici. Pourquoi vous avez un débat qui n'a pas... Quand je l'ai dit, maintenant... On n'a jamais dit ça. Avec l'incendie... Personne ne l'a dit. Avec l'incendie de Kumba. Dès demain, il faut que l'État pose des actes. Parce qu'il faut un hôpital à ces personnes. Le génie militaire a la capacité de construire, dans un délai assez bref, de reconstruire ces bâtiments. Donc il faut leur reconstruire cet hôpital. Et puis maintenant... Et pendant la construction, ils vont où? Il y a une partie de l'hôpital qui est fonctionnelle. Dans les images, on voit bien qu'il y a une partie des bâtiments. On peut pendant un temps accueillir, déplacer certains blocs. Et puis même on peut faire des tentes. Des tentes qui... On dit le bloc opératoire, il est parti en fumée. La salle de soins également est partie en fumée. Je pense que la présidente de la République dispose d'un budget, d'une caisse
qui peut nous permettre de le faire dans les brefs délais. Il faut le faire dans les brefs délais. Ok. Et la solidarité, Serge Alain, la solidarité dont on parlait tout à l'heure, c'est le moment de dire à M. Fongan que s'il a un don à faire à qu'il fasse un don. Il y a la fondation Polaya Abine qui reçoit les dons. Merci, cher monsieur, d'être venu. C'était le 11 février avec vous. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera justement minuit à Kumba.